suis de retour avec le livre de Jacques-André Lavier, Médecine chinoise, médecine totale, et nous avons vu dans la vidéo précédente toute la physiologie et nous allons aborder aujourd'hui la pathologie. Si tu n'as pas vu la vidéo précédente, je te la mets dans la barre de description. Dans la tradition proto-chinoise, la maladie est un incident qui est survenu dans l'organisation physiologique que nous avons vue. Elle peut être de structure ou de rythme, c'est-à-dire soit de qualité, soit de quantité. Ainsi, deux personnes différentes peuvent présenter des brûlures d'estomac, l'une parce que c'est un ivrogne qui boit sa bouteille de vin tous les jours, et l'autre parce que c'est un stressé chronique. Ils vont donc avoir le même symptôme, les brûlures d'estomac, mais différentes causes. Et malheureusement, dans la médecine traditionnelle européenne, il n'y a qu'un seul médicament pour les brûlures d'estomac. Je vous rappelle que dans la tradition proto-chinoise, le sens psychosomatique est plus naturel et donc moins grave que somato-psychique. La maladie peut donc trouver une origine intrinsèque dans l'individu ou extrinsèque par ses apports. Et la médecine occidentale, en s'éloignant de la qualité pour ne s'intéresser qu'à la quantité, à ce qui est quantifiable et mesurable, et scientifique, s'est progressivement détournée de l'unicité de l'homme au profit du symptôme. Le diagnostic n'est donc plus alors qu'un raisonnement mathématique non applicable à l'individu. Nous traitons essentiellement les manifestations et non les causes, particulièrement quand ces causes sont dépendantes de déséquilibres situés dans d'autres plans. Ceci étant dû à la surspécialisation des médecins occidentaux, considérant un organe ou une fonction de façon exclue de l'ensemble du reste du corps, et au-delà en excluant le patient de son contexte et de son environnement. Ainsi, par le diagnostic qualitatif et non quantitatif, le médecin chinois peut déceler une maladie avant ses retentissements quantitatifs, ouvrant ainsi une fenêtre sur la prévention individuelle et vraie, et non pas de la prévention de masse basée sur des vaccinations de tout le monde, alors qu'il y a plein de gens qui ne vont pas rencontrer la maladie. Ce diagnostic préventif est essentiellement fait par la prise des pouls, sans question de fréquence qui, elle, s'inscrit évidemment dans la quantité. Sont dénombrées pas moins de 30 qualités de pouls. Le pouls peut donc être superficiel, profond, en avance, en retard, grand, petit, glissant, râpeux, long, court, espacé, serré, mou, dur, jaillissant, évanescent, détendu, tendu, alternant, permanent, onctueux, faible, flou, fin, sidéré, frappant, impétueux, contracté, freiné ou interrompu. Alors, non contents d'avoir décrit ces 30 qualités de pouls, les médecins chinois prennent 6 pouls simultanément et en fonction de la place de l'individu dans son cycle de vie, c'est-à-dire plus ou moins de son âge, mais également du cycle des saisons, c'est-à-dire de son environnement, ils attribuent consistance et profondeur à chacun de ces 6 pouls afin de déterminer un diagnostic. De plus, la prise des pouls suit un véritable cérémonial afin de ne pas la biaiser. Il faut que le patient soit à jeun, n'ait pas fait d'exercice, qu'il soit assis sur une chaise et que ses poignets soient dirigés vers le thérapeute qui lui est assis au sud. Et ces conditions sont sine qua non à la pose du diagnostic de prévention. Il est également fait importance de l'intention. Ce professeur dont je vous parlais dans la précédente vidéo, lorsque nous avons commencé la clinique à l'école d'ostéopathie et que on a tous rencontré ça, des fois on ne sait pas quoi faire. Il nous a clairement dit qu'il valait mieux poser ses mains avec une bonne intention plutôt que de multiplier des techniques dont on ne saurait pas l'efficacité. Alors dans la tradition est prise en compte à la fois l'intention du thérapeute mais également celle du patient. C'est-à-dire qu'il faut que le thérapeute ait une bonne intention et réellement l'intention et l'énergie pour vouloir soigner, faire du bien à ce patient, mais le patient doit également vouloir aller mieux. Le diagnostic devant un symptôme est tout autre et ne passe pas par la prise des pouls qui, eux, sont qualitatifs. Puisque le symptôme s'inscrit dans la quantité, on devra rechercher un excès ou une carence dans une fonction. Ces termes quantitatifs s'appliquant parfaitement au corps et devant être plutôt symbolisés tant dans l'esprit que dans l'émotion, car on ne peut pas réellement combler un déficit de mémoire, pas plus que l'on ne peut extraire un surplus de colère. Mais une fois le symptôme guéri, il convient alors de rechercher sa cause au sein de ces différents plans. D'un point de vue thérapeutique, la tradition chinoise décrit 5 outils qui sont dans l'ordre l'ouverture du conscient, l'alimentation de la structure, la prescription de remèdes, l'acupuncture et enfin la chirurgie.
Il s'agit d'une médecine extrêmement complète et ce livre ne se prétend pas du tout de les résumer et moi non plus, mais je vais vous donner un petit aperçu notamment de l'ouverture du conscient. Elle se fait essentiellement par le rétablissement et l'entretien de la source idéogénique, par l'exploitation des mémoires et par l'immobilisation du subconscient. Alors, la source idéogénique, c'est vraiment les idées embryonnaires que nous allons conscientiser en les faisant passer soit par l'intuition, soit par la raison éventuellement. Et il est à nouveau rappelé les dangers de la conscientisation, vraiment l'immobilisation du subconscient, c'est vraiment tout l'inverse de ce qui est décrit dans la psychanalyse qui, elle, tend à ramener à la surface le subconscient. Et c'est considéré en médecine chinoise comme étant très dangereux. L'ouverture du conscient passe donc par des exercices spirituels, une conscience de l'unicité et de sa place au sein de cette unicité. Et la mobilisation des mémoires se fait plus particulièrement par le rejet de la routine intellectuelle, c'est-à-dire qu'il est important de se diversifier et non pas de s'hyper-spécialiser, de faire des choses différentes afin de nourrir son intellect et également donc mobiliser ses mémoires intrinsèques mais également collectives par le biais de la transmission et de la formation. Quelques mots sur l'alimentation de la structure. La tradition veut que l'on se nourrisse pour soigner un excès par un aliment inhibant ou au contraire pour compléter une carence. Mais je voudrais préciser que la nourriture telle qu'elle est décrite dans la tradition proto-chinoise est soumise également aux différents plans et ainsi il y a non seulement la nourriture alimentaire qui est la nourriture du corps, mais également la musique, les odeurs, les couleurs et les goûts qui sont de véritables nourritures émotionnelles et intellectuelles. Et enfin, une petite citation qui m'amènera à la prochaine vidéo, qui est « Le sage n'épuise pas son corps à des exercices physiques ». Parce que dans une énorme proportion, les grands sportifs meurent jeunes d'une usure prématurée. La médecine traditionnelle chinoise ne conseille pas du tout de faire du sport, mais je vous en reparlerai tout bientôt. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à vous le procurer et à le lire. Et si vous connaissez d'autres livres sur la médecine chinoise qui vous ont plu et que, eh bien, mettez-les dans les commentaires, je serais ravie d'y jeter un œil.